Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur pour l'année qui vient, pour l'année 2023. Recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite de la part de toute l'équipe de Questions d'Actu. L'actualité, elle ne s'arrête pas pour autant. Ce soir, nous reviendrons sur les principales mesures annoncées dans la loi de finances de 2023, mais nous ferons aussi une rétrospective de tous les efforts menés durant ces 3 dernières années pour booster l'investissement et surtout accompagner les entreprises. Nous évoquerons donc les facilités ou les facilitations fiscales accordées aux entreprises avec nos invités. Et parmi les secteurs qui auraient besoin d'être secourus, la filière du textile, ce qui était le fleuron de notre industrie dans les années 70, est aujourd'hui en crise. Le groupe GTEX ambitionne de retrouver sa place sur le marché national et à s'adapter aux évolutions mondiales en intégrant la spécialisation de l'industrie textile et cuir dans les universités, les centres de formation professionnelle et conclure des accords avec des entreprises étrangères. Il existe près d'une 50aine d'entreprises seulement activant dans le domaine de l'industrie du cuir et du textile, impliquant ainsi la redynamisation de ce secteur qui jouit de grandes potentialités d'investissement mais demeure inexploité. Et enfin, nous parlerons de la nécessité de la mise en place d'une nouvelle politique énergétique et pour amorcer la transition énergétique, l'hydrogène vert semble être l'alternative du futur. Pourquoi tant d'intérêt est porté à cette nouvelle ressource? Quels sont ses avantages et surtout quels sont les atouts de l'Algérie pour exploiter l'hydrogène vert à moindre coût? Ce sera notre dernière thématique de cette émission. Tout d'abord, je vous présente notre premier plateau. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Amel Abdelatif. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale des impôts au ministère des Finances. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Et nous avons avec nous Mohamed Achir. Bonsoir. Bonsoir. Consultante Canal Algérie en économie. Tout d'abord, je vous propose de revenir, de faire un round-up sur les principales mesures prises ces dernières années par les pouvoirs publics pour booster l'investissement avec Ahmed Bouarba. De l'avis des experts et des opérateurs économiques, 2023 sera l'année des réalisations. Signe d'une nouvelle ère, la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement permet de réunir toutes les conditions d'une véritable relance du secteur et de créer un climat d'affaires attractif. Le nouveau code des investissements est venu non seulement lever les obstacles bureaucratiques, mais aussi et surtout libérer l'esprit d'initiative, traduisant la ferme volonté de l'État de relancer sur des bases solides l'économie. Une nouvelle stratégie qui a d'ores et déjà commencé à porter ses fruits, puisque 900 projets en suspens ont été débloqués, générant quelques 34 000 postes d'emploi. À la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement, les experts s'attendent à ce que 2023 soit marqué par des flux d'investissements étrangers en Algérie et l'augmentation du volume des projets d'investissement grâce aux nombreuses mesures de facilitation. Pour autant, les engagements du président de la République de sortir l'économie algérienne de l'ornière se sont concrétisés avec l'instauration d'un certain nombre de mesures visant à créer des richesses et de l'emploi. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. Les indicateurs montrent une reprise de la dynamique économique et de l'activité des secteurs industriels, agricoles et de services qui devront connaître une croissance accélérée. Si le développement de l'entreprise algérienne est au cœur des priorités, il s'agit aussi de mettre en place en 2023 une véritable industrie locale avec un taux d'intégration d'au moins 40%. Il en est de même pour l'industrie automobile puisque l'objectif est de produire dans un premier temps 90 000 véhicules avec un taux d'intégration acceptable. Les ambitions de l'Algérie sont tout aussi grandes dans le domaine du commerce. Il est question d'augmenter les recettes des exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars. En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, l'objectif est de porter la production céréalière nationale à 9 millions de tonnes par an. Autant de dispositions et de potentialités qui devront hisser notre pays au rang de puissance économique régionale incontournable en 2023, une année qui sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS.
Voilà, donc la loi de finances 2023 prévoit une série de modifications, notamment l'inclusion de nouveaux articles concernant l'investissement et les facilitations fiscales adressées aux entreprises et aux citoyens notamment. Ce n'est qu'une suite logique de ce qui est entamé depuis 2021, Madame Abdellatif. Effectivement, c'est une suite puisque les dispositions qui ont été prévues avec la loi de finances pour 2023, c'est une poursuite de toutes les mesures qui devaient être engagées dans le cadre des orientations stratégiques tant sur le plan donc économique que social. Donc l'objectif étant, bien entendu, d'encourager l'investissement, de promouvoir la production nationale et bien entendu, in fine, de relancer l'économie nationale. Donc c'est des dispositions qui ont été adoptées avec les différentes lois de finances intervenues depuis 2000, je dirais, à commencer par la loi de finances complémentaire 2020, la loi de finances 2021, jusqu'à la loi de finances pour 2023. Ça s'est fait de manière graduelle et de manière à promouvoir l'outil de production nationale. Alors, si on devait résumer ce qui a été fait tout au long de ces 3 ans, ça a touché principalement donc la fiscalité, des avantages fiscaux en faveur des entreprises. Parlez-nous essentiellement de ce qui a été modifié justement pour aider les entreprises ou les encourager du moins. En fait, en termes d'incitation, il ne s'agit pas seulement de prévoir des exonérations. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prévues de manière à alléger la charge fiscale. Ça peut se faire soit par des réductions de taux d'imposition ou des exonérations, comme ça peut se faire également par la révision de l'assiette imposable. Je prends le cas, par exemple, l'une des mesures qui avait été préconisée et qui avait été arrêtée, principalement, c'est l'assiette imposable en matière d'impôt sur le bénéfice des sociétés. Parce que la charge fiscale à l'endroit des entreprises était quand même assez importante. Il fallait réviser l'assiette imposable à l'IBS puisque le résultat fiscal était nettement différent du résultat comptable. Il y avait pas mal de retraitements qui faisaient en sorte de rendre la pression fiscale beaucoup plus importante sur la société. Donc il a été question de revoir un petit peu les charges admises en déduction, réviser les plafonds de déduction, admettre certaines charges qui n'étaient pas fiscalement donc déductibles également, et puis bien entendu apporter plus de clarification au niveau de la législation fiscale, dans la mesure où certains spécialistes de la comptabilité, des professionnels de la comptabilité ou carrément des entreprises, avaient des difficultés justement à appliquer la loi fiscale et se retrouvaient souvent dans des situations de difficulté en cas éventuellement de contrôle de la part de l'administration fiscale. Donc il fallait apporter de la clarté pour mieux appréhender la matière fiscale. Donc ça, c'est un volet. Ouais. Le deuxième volet étant celui de revoir certains taux d'imposition ou carrément prévoir des exonérations, de manière à encourager les entreprises à aller vers le réinvestissement, par exemple. Donc, je peux citer à titre d'exemple la révision du taux de l'IBS, puisque nous avons 3 taux, 19% pour l'activité de production, par exemple. Donc, on a prévu un taux réduit qui est de 10% en cas de réinvestissement, toujours dans le cadre de l'activité de production. Ça, c'est un exemple. D'autres mesures ont été également adoptées. Sur la TAP, il y a voilà, tout à fait, voilà. J'y viens. Et il y a eu suppression de la taxe sur l'activité professionnelle concernant les activités de production, avec révision de 2% à 1,5% pour les autres activités. Il y a eu également suppression également pour une autre catégorie de contribuables, qui est les professions libérales, par exemple, les activités non commerciales. Donc, plusieurs mesures ont été retenues pour promouvoir que ce soit l'outil de production, les prestations de services, et faire en sorte de réactiver justement pas mal de secteurs d'activité qui ont d'ailleurs souffert avec la période de Covid. Oui, justement, ça a commencé à ce moment-là pour accompagner ces entreprises. Alors, Mohamed Hachi, est-ce que toutes ces mesures ont un impact sur le monde économique? Comment ça a été perçu, justement, suite aux différentes crises que nous avons traversées? Tout à fait. Donc, les mesures, certainement, devraient produire un impact positif sur l'activité économique. D'autant plus que les opérateurs économiques ont souvent souligné un peu
le poids de la fiscalité sur l'entreprise ou bien la pression fiscale. Donc toutes ces mesures-là, bien entendu, sont les bienvenues pour pouvoir alléger davantage la pression fiscale sur l'entreprise. Mais fondamentalement, ce qui devrait également produire un effet ou bien un impact positif sur un peu l'environnement fiscal de l'entreprise, c'est bien entendu l'amélioration carrément du système fiscal. C'est-à-dire il faut y aller vers une vision plutôt approfondie et globale, susceptible non seulement, c'est-à-dire de soutenir davantage la politique volontariste de l'État en termes de dépenses fiscales. Donc les dépenses fiscales elles sont importantes déjà. On estime déjà pour l'exercice 2023 dans la loi de finances à 448 milliards de dinars de dépenses fiscales, plus d'autres mesures de subvention au capital qui sont prévues dans la loi de finances aussi, de soutien à l'activité économique qui sont de l'ordre de 327 milliards de dinars. Donc l'État volontariste... La question est de savoir est-ce qu'il y a un retour sur investissement. C'est ça justement. Donc il y a des réformes très importantes. Par exemple, la TAP a été toujours c'est-à-dire contestée par, décriée par les opérateurs économiques. Et effectivement, il y a cet allègement à 1,5% pour les activités commerciales et suppression pour les activités industrielles. Mais il faudrait justement trouver d'alternatives pour les collectivités locales. On en reviendra. Mais là, justement, c'est-à-dire pour terminer mon idée, c'est que les opérateurs économiques, ou bien la sphère réelle de l'économie, du moins la sphère réelle qui est formalisée. Parce qu'on a un problème d'une grande partie qui n'est pas encore formalisée de l'économie, c'est un problème fondamental. Exactement, c'est toute la problématique. Donc, il faut y aller vers une refonte globale du système fiscal. Bien sûr, tout en capitalisant toutes les mesures qui ont été entreprises il y a quelques années. Donc, une réforme globale de façon à créer un système fiscal cohérent, un système fiscal simple, surtout c'est-à-dire simplifier les procédures fiscales. Soit lisible, visible, compréhensible. Effectivement, donc c'est ça qui va construire un système fiscal compétitif. Parce que le système fiscal, en quelque sorte, est l'un des fondamentaux de la compétitivité de l'environnement de l'entreprise. Donc, il faudrait encore des efforts, notamment avec la numérisation. Mais il devait y avoir une réforme du code fiscal. Est-ce qu'on y est ou pas encore? Justement, je vous remercie parce que vous me tendez la perche, en fait, en parlant de réforme fiscale. Cette réforme fiscale est déjà engagée. Elle a commencé à être réfléchie et engagée suite aux conclusions des Assises nationales sur la fiscalité. Durant l'été, 2020. Tout à fait, durant 2020. On était d'ailleurs en plein Covid, je m'en rappelle très bien. Et puis, il était question justement d'analyser toutes les recommandations et les constats qui étaient faits par les différents acteurs, puisqu'il y a eu pas mal de participants. Et bien entendu, il fallait faire ça graduellement. Parce qu'une réforme fiscale, vous ne pouvez pas la réfléchir, l'envisager, la mettre en œuvre du jour au lendemain, dans la mesure où il faut également assurer les équilibres. Vous le savez très bien par rapport à ça. Donc, il fallait commencer d'abord par les impôts directs, parce que le besoin se faisait le plus ressentir. Tout le monde s'accordait à dire que la loi fiscale, en termes d'application, posait problème parce qu'il n'y avait pas assez de clarté. Il n'y avait pas assez de visibilité. Donc, il fallait revoir carrément la rédaction de certains articles, revoir même l'architecture de certaines sections, de façon à faciliter l'appréhension et la compréhension des différentes dispositions. Donc, on a commencé par ça. Et puis, il fallait revoir un petit peu, que ce soit en matière d'impôt sur le revenu ou que ce soit en matière d'impôt sur le bénéfice, de manière à élargir l'assiette fiscale et réduire la charge fiscale. Donc c'est ce qui a été fait avec les lois de finances d'ailleurs pour 2021, à commencer par 2021 et principalement la loi de finances pour 2022, puisque plusieurs aménagements ont été apportés. En matière d'impôt sur le revenu, il y avait un objectif principal, c'était en fait de renforcer le pouvoir d'achat du citoyen. Donc vous avez vu que ça s'est fait graduellement, mais en même temps il fallait ça n'a pas touché que les salariés également. Non, il y en a d'autres qui ont bénéficié. En fait, pour l'exonération jusqu'à 30 000 dinars, ça concernait les salariés, mais ensuite, avec la révision du barème IRG, là, ça concernait
toutes les catégories de revenus soumises au barème IRG. Mais le poids de l'ERG reste toujours très important. Voilà. C'est-à-dire les recettes de l'ERG sur les recettes ordinaires représentent 43%. Donc si on prend par exemple les chiffres pour 2023, donc on a une prévision de recettes de l'ERG de 1422 milliards de dinars, donc c'est à peu près 43% des recettes ordinaires. Donc il faudrait, c'est-à-dire trouver d'autres moyens, moins de pression sur les salaires. Recettes fiscales. Et redistribuer la pression. Effectivement, sur les salariés, les revenus. Effectivement, c'est ce qui est en train de se faire graduellement. Et en faisant part justement de la mobilisation des recettes dont vous parlez, il avait été question de réviser un petit peu pas mal de dispositions non codifiées, puisqu'il y en avait eu depuis des années. Il fallait réellement, quelque part, faire une révision globale de manière à insérer celles qui sont nécessaires au niveau du Code des impôts directs et revoir les modalités de détermination de l'assiette et de leur recouvrement de façon à revoir l'affectation pour compenser les pertes en matière de TAP, par exemple. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand bien même on va réviser des taux d'imposition, puisque en matière d'IRG, effectivement... on peut encore le réviser ? Pardon ? On peut le réviser encore ? Écoutez, là, ça doit être mûrement réfléchi, parce que vous ne pouvez pas réviser un taux d'imposition ou éventuellement prévoir une exonération sans pour autant trouver les recettes nécessaires justement à couvrir les dépenses. C'est là qu'on parle de la nécessité d'élargir l'assiette fiscale. Je pense que mon collègue, M. Fay, directeur général du budget, lors de son intervention la dernière fois, il vous a fait part justement de la moins-value qui avait résulté justement de la révision en matière d'IRG et de l'exonération. Donc il fallait trouver un moyen pour compenser. Mais ça n'a pas empêché l'augmentation des recettes ordinaires aussi. Effectivement. Bon, effectivement, ça n'a pas empêché. Et c'est pour ça que je reviens vers ça en disant... bien qu'il y a eu la réduction de l'IRG, ça n'a pas impacté sur l'augmentation des recettes. Et c'est ce qui était positif. Parce que si vous analysez bien les différentes rubriques, et notamment les réalisations jusqu'à octobre, vous allez trouver qu'en fait, il y a eu effectivement une baisse en matière d'IRG qui est totalement justifiée, en matière de taxe sur l'activité professionnelle qui était nettement attendue, mais il y a eu quand même des augmentations en matière d'IBS, en matière de TVA. Et là, ça quelque part, c'est la conséquence de la reprise d'activité également. Et honnêtement, en termes d'assiette imposable, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés par rapport à ça. En matière de TVA, par exemple, pour un petit peu encourager le secteur de production, plusieurs révisions, soit de taux, du taux normal de 19% vers 9%, ou bien carrément des exonérations, ont été prévues pour encourager certains secteurs d'activité, tels que, par exemple, je dirais, l'aquaculture. L'activité également... Les coopératives. Les coopératives aquacoles, par exemple. Voilà, coopératives de la pêche et d'aquaculture. Tout à fait. Bénéficient d'une exonération en matière d'IBS. Mais hormis l'exonération en matière d'IBS, il y a aussi des révisions de taux de TVA à 9% par exemple et des exonérations qui sont prévues pour le secteur. Pareil pour le tourisme, par exemple. L'agriculture, il y a plusieurs dispositions également, puisque vous parliez tout à l'heure d'exportation. L'idée, effectivement, c'est de promouvoir la production nationale, mais également d'encourager l'exportation. Et là, plusieurs mesures également ont été adoptées pour encourager l'exportation. Nous savons pertinemment qu'il y a une exonération en matière d'IBS, en matière de TAP. Mais ce qui avait été perdu de vue, c'est qu'il n'y avait pas d'exonération en matière d'IRG. On nous a fait part justement de cette insuffisance lors des assises, parce qu'on nous disait, écoutez, pour les sociétés, ok, d'accord, il y a une exonération en matière d'IBS, mais moi je suis constituée sous forme d'entreprise individuelle. Et je suis quand même soumis à l'impôt sur le revenu concernant les bénéfices, le bénéfice industriel et commercial que je réalise. Donc, une révision a été prévue également en matière d'IRG et en même temps pour promouvoir l'activité artisanale, par exemple, le bijou,
en argent, donc découlant de cette activité, à l'exportation a été également exonéré en matière de TVA. Donc vous voyez par exemple plusieurs mesures ont été arrêtées pour encourager l'exportation. Alors on sait que le système fiscal algérien repose fondamentalement sur 4 grands impôts que vous venez de citer. Alors justement ces exonérations sont importantes. Comment justement assurer les différents équilibres et que cette moins-value, vous en parlez tout à l'heure, soit soutenable ? En fait, il ne faudrait pas s'arrêter uniquement à l'exonération, parce que là, c'est quand même mûrement réfléchi, bien étudié, et il n'est pas visé un objectif à court terme. Il faut réfléchir plutôt à moyen et à long terme, parce que lorsque vous encouragez l'appareil de production, ça vous crée de l'emploi aussi. C'est là qu'il y a retour sur investissement. Ça vous crée de l'emploi et en même temps, ça génère une activité et des activités secondaires par la suite au niveau du marché. Et bien entendu, si c'est destiné à l'exportation, c'est encore plus de recettes favorables à l'économie nationale et il y a un retour sur investissement après, bien entendu, mise en exploitation. Mais par exemple, certains opérateurs économiques pointent du doigt un peu les FU, l'impôt forfaitaire unique. D'abord, ils posent un petit problème de déductibilité dans la TVA, dans leur comptabilité. Bon, c'est vrai que cette loi de finances 2023 a apporté de la nouveauté par 5%. Ça, c'est par rapport à 5% par rapport à l'auto-entrepreneur, mais elle a apporté une clarification par rapport à des factures de 1 million de dinars. Mais là, certains opérateurs économiques, parce que lorsqu'ils travaillent avec des entreprises qui sont soumises au régime de l'IFU, impôt forfaitaire unique. Donc, ils ont des problèmes de déductibilité de leur TVA et ils ont qualifié même un peu de zone grise, un peu cette taxe. D'autant plus que si on prend un peu la population des entreprises en Algérie, donc on est à 1 900 000 de registres à peu près, donc environ 1 900 000, donc c'est 95% des très petites entreprises, donc on suppose qu'elles sont soumises à l'IFU, et cet IFU-là donc, va nous rapporter pour 2023, selon vos prévisions bien entendu, 28 milliards de dinars. C'est très peu, non ? Écoutez, par rapport à l'IFU, vous dites que c'est très peu, mais vous perdez de vue un élément de taille. Non, la formalisation, d'accord, mais... Non, pas la formalisation, je ne parle pas de ça. Vous perdez de vue que le seuil de l'IFU a été révisé ces dernières années. Avant, il était à 30 millions de dinars, ça fait à peine 3 ans, je pense. Il était à 30 millions de dinars. 30 millions de dinars, voilà, tout à fait. Et il a été révisé, c'est pour ça que je vous dis que des révisions graduelles se font, on ne peut pas réviser ça du lendemain. 30 millions de dinars, c'était excessif. Et la question de la TVA, effectivement, elle se posait. Il n'y a pas que ça. Et là, il y a eu une révision de manière à exclure les sociétés du régime de l'IFU, parce que sur le plan pratique, elles sont soumises à une comptabilité. Le droit commercial les soumet à une comptabilité, alors qu'elles étaient soumises à l'IFU. Logiquement, il faudrait qu'elles émargent justement un régime du réel. Et bien entendu, qu'elles facturent avec de la TVA, elles collectent de la TVA et elles peuvent déduire de la TVA. Cela étant, le seuil a été révisé de 30 millions de dinars à 15 millions de dinars. Mais là maintenant, il est carrément à 8 millions de dinars. Depuis 2022, il est à 8 millions de dinars. Par rapport à la question de TVA, lorsqu'ils facturent, effectivement, ils facturent sans TVA étant donné qu'ils sont soumis au régime de l'IFU. Maintenant, ils ont la possibilité, éventuellement, d'opter aussi au réel et d'opter, bien entendu, une fois qu'ils optent au réel, ils seront assujettis à la TVA. Donc, les entreprises dont vous parlez, qui s'approvisionnent ou qui prestent chez des contribuables ou des personnes qui sont soumises au régime de l'IFU, il n'y a pas de TVA qui est facturée. Il n'y a pas de TVA, donc il n'y a pas de TVA qui est supportée. Donc il n'y a rien à déduire. Et justement. Voilà, il n'y a rien à déduire parce qu'il n'y a pas de TVA supportée. Et le mécanisme de la TVA, vous savez bien qu'en fait, ce qui est reversé au trésor public, c'est la différence entre la TVA sur vente et la TVA sur achat. Dans la mesure où la TVA sur achat, il ne l'a pas supportée. La TVA sur vente qu'il va reverser au trésor, ce n'est pas lui qui l'a supportée, c'est le consommateur final. Donc, in fine, par rapport à la TVA, c'est le consommateur final qui la supporte. Il y a un jeu, puisque c'est sur une valeur ajoutée. Le mécanisme de la TVA est clair sur cette question.
Donc, il ne l'a pas supporté. C'est toute la TVA sur vente qui est reversée puisque c'est une TVA qui est collectée et non pas supportée par l'opérateur. On va passer à une autre question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, si on veut aller vers l'équité, la justice fiscale et la diminution de la pression fiscale, on est d'accord, il faut élargir l'assiette fiscale. Ça a été aussi à l'ordre du jour lors des assises. Alors comment aller vers une inclusion fiscale quand on sait que notre économie est essentiellement basée sur l'informel? On parle bien de 90 milliards de dollars qui circulent dans le marché parallèle. Une mesure avait été prise en 2022 justement pour les encourager, qui ne sont pas passibles de sanctions fiscales. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'on en a tiré un bilan? En fait, on n'a pas encore arrêté les chiffres. Cela étant, c'est une mesure qui a pris fin le 31/12/2022. Oui. Mais a priori, il n'y a pas eu énormément d'engouement. Oui, d'engouement. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont manifestées. Après avoir cherché à comprendre justement le comportement de ces opérateurs, la crainte étant le contrôle fiscal sur une période non prescrite de 4 ans. On me dit d'accord, ok, mais finalement, ils peuvent revenir sur 4 ans, peut-être qu'en définitif, je ferai l'objet de redressement. C'était beaucoup plus ces craintes-là qui revenaient, malgré les assurances qui avaient été données. Donc, les chiffres, je ne les ai pas, puisqu'on n'a pas encore arrêté. Mais a priori, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui avaient émargé justement à ce dispositif. Alors justement, aujourd'hui, c'est l'inclusion fiscale sur laquelle il faudrait peut-être le plus travailler, puisque, je le disais, 90 milliards de dollars qui sont sur le marché informel. Comment les pousser à bancariser? Est-ce que c'est cette non-clarté justement du code fiscal, cette mauvaise lisibilité, on va dire, s'éparpiller? Qu'est-ce qui pourrait faire attirer justement ces opérateurs ou ces gens à bancariser leur argent? Enfin, pour l'informel, même le fisc peut être victime de l'informel aussi. Donc, et le problème ne se pose pas seulement. C'est vrai qu'il faut réformer en profondeur le système fiscal. Je suis tout à fait d'accord, il faut le réformer de façon graduelle, de façon à assurer une certaine transition graduelle de l'économie informelle vers une économie formelle. Là, bien sûr, il faudrait adopter un système fiscal simplifié, un système fiscal cohérent, mais aussi qui va se baser fondamentalement sur l'équité. Pourquoi j'ai cité les flux tout à l'heure? Oui. Donc, l'ERG, c'est-à-dire un salarié moyen, les prélevés, c'est-à-dire si on ramène ça mensuellement, il paye plus que peut-être un commerçant qui réalise un chiffre d'affaires peut-être plus important. Parce qu'il y a aussi le système déclaratif. Voilà, il y a le système déclaratif maintenant, avec la numérisation, j'espère, avec le renforcement du système de contrôle a posteriori du fisc, ils vont... Alors vous dites j'espère, on va poser la question. Est-ce que justement... On se pose la question. De la numérisation, c'est important. Par exemple, 1 700 000 d'entreprises qui cotisent à 28 milliards de dinars, c'est très peu comme les flux. Donc il n'y a pas de contrôle en amont, c'est ça? Par rapport à la numérisation, justement, même dans c'est-à-dire le système bancaire, la bancarisation, c'est pas l'administration fiscale seule ne peut pas résoudre le problème. Oui. Donc il faudrait faire intervenir. C'est une approche multisectorielle. Donc il y a le système bancaire financier, la généralisation de la bancarisation, de l'inclusion financière et des instruments de paiement électronique, voire même la généralisation des cartes de paiement, ainsi que, bien sûr, il faudrait jouer sur des mécanismes innovants d'inclusion économique, notamment le statut de l'auto-entrepreneur, par exemple, va contribuer énormément à la formalisation d'une certaine catégorie de travailleurs ou bien de métiers, que ce soit dans les technologies et même dans les métiers classiques. Donc, d'autant plus qu'il est soumis à l'IFU, 5%, donc ça, à la limite de 5 millions de dinars de chiffre d'affaires. Donc, l'approche doit être toujours globale, parce que rapidement aussi, je donne juste un autre global et aussi. Sur le long terme. Très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes pour la conclusion. Même l'impôt sur la consommation, il va rapporter, c'est prévisionnel, mais 391 milliards de dinars. Donc, c'est peu réellement aussi par rapport, c'est-à-dire au potentiel à mobiliser. Mais ce n'est pas seulement le problème des impôts. Donc, il y a toute une économie qui échappe donc à la formalisation. Alors, quand l'informatisation des impôts, justement, pour éviter toutes ces fraudes fiscale? Alors, on est en plein chantier de numérisation, d'informatisation des services fiscaux. Effectivement, c'est un enjeu majeur,
puisqu'en définitive, c'est un moyen nécessaire pour absorber justement la sphère informelle. Pas seulement ça, puisque en dématérialisant, en définitive, nous maîtrisons plus l'information. Et là, vous parliez de l'informel. En fait, l'idée, c'est de capter l'informel dans le formel. Oui. Parce qu'en définitive, le secteur informel s'approvisionne bien quelque part. Oui, bien sûr. Très bien. Puisqu'il s'approvisionne bien quelque part, il ne peut s'approvisionner que du secteur formel. Tout à fait, oui. Très bien. Il y a le circuit. OK. Donc, ce qui a été prévu, par exemple, depuis 2019, c'est de permettre aux entreprises, quand elles vendent leurs produits, par exemple, de vérifier le numéro d'identifiant fiscal et le numéro du registre de commerce de la personne ou de... un système d'information. Tout à fait. De vérifier est-ce que c'est un numéro d'identifiant fiscal réel, si cette personne est réellement localisée ou si c'est un fraudeur. Donc, depuis 2019, ils ont accès sur le site web donc, de la DGI et c'est un accès libre, gratuit. Donc, une fois qu'ils insèrent les coordonnées, ils ont connaissance certaine de l'existence réelle de la personne. Avant 2019, il y a eu beaucoup de difficultés puisque finalement, nous avions eu droit à plusieurs contribuables non localisés, même des entreprises qui, quelque part, se sont retrouvées dans une situation difficile puisque au niveau de leur état client, lorsqu'on voit que finalement, il y a des informations qui sont erronées, l'administration fiscale réagit par des rectifications et bien entendu par des impositions. Et là, en ayant la possibilité de vérifier, ils peuvent automatiquement faire en sorte d'arrêter ou d'alerter et on tirera les conséquences nécessaires par rapport à ça. Autre chose avec la dématérialisation, c'est qu'on pourra par la suite, avec la constitution de la base de données, croiser les données des différentes plateformes, éventuellement, avec l'ambition, bien entendu, d'arriver à terme à une interopérabilité entre les différents systèmes d'information. Actuellement, par exemple, on est sur une application, on a l'état fournisseur et on a l'état client. Donc, on a développé une application de manière à croiser les données. Ce que vous avez acheté est considéré chez l'autre comme étant un chiffre d'affaires. Pour vous, c'est un achat, mais lui, un chiffre d'affaires. On doit automatiquement observer une concordance en termes de chiffres. Merci Madame Abdelatif d'avoir répondu à nos questions. On arrive au terme de cette première partie de l'émission. Merci d'avoir répondu à nos questions, aux questions de Mohamed Hachi, à ceux que tout le monde peut se poser. On va passer à notre deuxième thématique, l'industrie textile. En Algérie, les importations ont accaparé près de 90% du marché, tandis que la production locale ne représente qu'environ 6% des parts de marché local déjà fragilisées. Les entreprises algériennes publiques et privées ont subi les contre-coups de la crise sanitaire. Le groupe public textile et cuir Getex qui a adopté une nouvelle stratégie reposant sur le développement de la créativité et la valorisation de l'expertise table sur un chiffre d'affaires de 26 milliards de dinars en 2023. On regarde tout ça en images et on revient juste après pour le débat. Avec ses 5 filiales et ses 39 unités de production à travers le territoire national, le groupe public Getex est devenu un fleuron de l'industrie textile en Algérie, exportant plus de 2 milliards de dinars algériens de produits manufacturés vers l'étranger en 2022. Cette année, le groupe Getex a connu une vraie dynamique en termes de production, grâce notamment au soutien de l'État, avec un chiffre d'affaires estimé à 200 milliards de centimes, contribuant ainsi à créer de la richesse, tout en baissant la facture des importations. Il s'agit également d'entrées en devises importantes pour le trésor public. Dans le cadre du plan du développement de l'industrie textile, une enveloppe financière de 21,2 milliards de dinars algériens de crédit entre 2017 et 2022 a été allouée au holding Getex afin de promouvoir ses produits dans les marchés étrangers, notamment africains. Nous avons exporté donc 2 milliards de dinars et bien sûr bénéficié du troc, tout ce qui est échanges commerciaux. Sud-Sud. Donc, nous sommes en négociation avancée avec certains pays africains pour mettre à leur disposition
notre produit, bien sûr, en contrepartie, récupérer une matière première. Tablant sur un chiffre d'affaires de 26 milliards de dinars algériens en 2023, le groupe GTEX a mis en place une nouvelle feuille de route basée sur l'exploitation optimale des ressources humaines et matérielles disponibles localement afin d'augmenter sa production et l'exportation vers les marchés internationaux. On revient sur le plateau pour parler de cette deuxième thématique, la filière textile et cuir en Algérie. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Othman Ouhib, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes président directeur général de la filiale textile d'Hiver Algérie et représentant du président directeur général du groupe GTEX. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous madame. On a également avec nous Monsieur Ben Youssef Zenati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du textile, cuir et habillement de l'UGTA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Achir qui nous accompagne toujours. Alors, l'industrie du textile aujourd'hui fait un peu l'actualité, un peu grâce au groupe GTEX avec ses annonces. Mais si on doit revenir un peu sur ce qui a fait le fleuron de notre industrie dans les années 70-80, est-ce qu'aujourd'hui on connaît à quoi sont dues ces crises et ces défaillances et pourquoi nous en sommes arrivés aujourd'hui? Monsieur Ouhib. Oui. Alors d'abord, je tiens à vous remercier, madame, pour l'invitation. Et aussi, je tiens à vous témoigner toute la gratitude de GTEX pour un peu votre solidarité et surtout pour nous booster aussi. Donc de faire preuve un peu de communication. Parce qu'il faut aussi vous faire connaître auprès du grand public. Absolument. Donc je reviens à votre exposé en même temps question. Jadis, oui, effectivement, le secteur textile et cuir, il a fait le fleuron d'Algérie. Oui. Si aujourd'hui GTEX elle est ainsi, c'est à travers de multiples, j'allais dire, restructurations, pour ne pas parler de mutations qu'on a eues. Et pour simplifier la dénomination de GTEX, c'est l'ancien Solitex avec ses fractions donc de la distriche de l'ancien temps, qui a fait les beaux jours des cuirs. Et, qui ne s'habillait pas là-bas à l'époque. Et de l'Enaditex, dans l'ancien temps, c'était le grand réseau de distribution de tous les produits de la Solitex. Donc GTEX, aujourd'hui, elle revient de très loin. Je ne reviendrai pas sur un peu l'historique. Oui. Mais déjà, elle a été impactée par la crise du Covid. J'allais dire, même avant, madame, on a été impacté fortement, comme toutes les entreprises, j'allais dire, du monde entier. Mais nous avons une spécificité que le secteur textile et cuir est passé par une traversée de désert. Il y a une déstructuration. Une déstructuration totale. Et donc, du coup, depuis un certain moment, et j'allais dire depuis l'installation donc, de notre président directeur général, en l'occurrence donc M. Berkali Toufik, nous avons enclenché un certain nombre d'actions pour, nous refaire connaître. Oui. Nous refaire connaître. Oui. Parce que c'est pas évident quand on renaît de ces centres, après 25 ou 30 ans. Oui. Mais vos productions n'étaient pas vraiment destinées au grand public, au large public. C'est pour cela qu'il y a eu cette... Merci. Mais j'allais en venir justement. Depuis aussi l'ouverture du marché, en plus des difficultés que nous avons enregistrées, nous avons eu surtout l'effet pervers, j'allais dire, de l'importation, pour ne pas parler d'autres choses. Donc, qui a étouffé, qui a carrément étouffé la production locale. Dans le laps de l'importation, faut remettre les choses dans leur temps. Dans le temps, j'allais dire, c'était une jungle en matière d'importation. Donc on importait de n'importe où, de n'importe quel produit. Et moi, j'ai toujours, d'ailleurs, parmi l'analyse que nous avons faite depuis 6 ou 7 mois, c'est que nous connaissons nos points forts, nos points faibles. Et entre autres, nous sommes, j'allais dire, nous avons été martyrisés par justement cette importation. S'il n'y a pas déloyale et surtout non contrôlée, madame. Oui. Parce qu'en fait, moi je le dis très souvent, c'est que l'importation en elle-même, ce n'est pas une fatalité pour nous. Oui. L'importation, moi je la vois, histoire qu'on soit un peu au diapason du marché international, notamment en matière de coût, en matière de qualité, en matière de design, en matière de présentation.
ce qui nous manque beaucoup. Parce que nous avons vécu, à travers ce que je disais tout à l'heure, les difficultés, c'est que nous avons vécu pratiquement une léthargie. Nous étions... il ne reste aujourd'hui plus qu'une cinquantaine d'entreprises qui œuvrent dans le textile. Si vous permettez, Monsieur Ouhib, pour un peu passer la parole à tout le monde, il ne reste que très peu d'entreprises, alors que on en parlait avec Mohamed, dans tous les villages à l'époque, il y avait des couturiers, des gens qui confectionnaient. Aujourd'hui, tout ça a disparu, la main-d'œuvre a disparu, qui a été fractionnée par je ne sais combien. On était à combien d'employés dans les années 70, plus de centaines de mille. Aujourd'hui, on est à vous êtes à 8500 pour vous, donc 13 000 en tout, je pense, aujourd'hui. Nous sommes actuellement un peu plus de 8500. Donc, comme l'a dit M. Ouhib, on connaît nos failles, on connaît nos points forts et nos points faibles. Comment agir aujourd'hui pour relancer ce secteur ? Je vous remercie pour l'invitation. Je pense que le secteur du textile et cuir et habillement, qui m'a dit tout à l'heure, il y a eu des périodes de désertification du secteur d'une manière générale. C'est à travers des économies de l'époque. Donc il y avait une politique économique conçue par les pouvoirs publics de l'époque, faisant en sorte qu'il ne faut pas privatiser, mais fermer, déstructurer. Donc c'est ce qui a fait que le secteur est passé par des moments très très difficiles. Aujourd'hui, le secteur, il est là, il est présent à travers ses compétences, à travers ses capacités en tant que secteur. Mais comment aujourd'hui, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que est-ce que le secteur, c'est un secteur stratégique de par sa vocation de création d'emplois, de création de richesses, ou pas. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a une volonté politique de dire, voilà, ce secteur, il est là, il est présent, on doit l'aider, on doit l'accompagner pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, pour que le secteur sorte de cette situation, nous, en tant que fédération, nous avons fait des propositions concrètes. Commençons par la culture du coton. Oui, pour ne plus dépendre de l'importation, encore une fois. Passons à la fibre synthétique. Cette même fibre qu'on est en train d'importer, cette même fibre synthétique, elle fera sortir 4 autres matières qu'on est en train d'importer. Donc, parce que nous sommes un pays pétrolier, donc nous avons la capacité, nous avons les moyens de faire de créer cette matière première. Voilà. Donc, à partir de là, parce que le taux d'intégration deviendra 95%, donc c'est production nationale, carrément, et nous allons créer de l'emploi, et nous allons réduire la facture d'importation d'une manière extraordinaire, et il y a la chose la plus importante, c'est l'efficacité économique. Ça veut dire l'entreprise, elle deviendra, ça ne aura pas de rupture de production, donc il y a le roulement qui fonctionnera d'une manière normale, et l'entreprise, du fait, parce que c'est ce qui fait la différence entre le secteur du textile et d'autres secteurs. Le secteur du textile, cuir et habillement, nous avons un plan de charge. À la différence peut-être d'autres secteurs. Le plan de charge, il est là. Ça veut dire, si nous avons la matière première, là, en Algérie disponible chez nous, parce que... Je crois qu'il y a eu une tentative pour la culture du coton il y a quelques années. Ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas marché, parce que pour la simple raison, il n'y a pas de volonté politique. Aujourd'hui, c'est une proposition qui date de 15 ans. La fédération n'a pas cessé de rabâcher pour dire, voilà, pour sauver ce secteur, parce que nous avons vécu la période sanitaire, la crise sanitaire, nos entreprises, ils étaient à l'arrêt pendant presque une année, parce que les trucs aériens, maritimes étaient fermés, donc on ne pouvait pas ramener de la matière première. Alors que nous sommes un pays qui, j'allais dire, on est des paysans. La culture du coton, c'est pas nouveau. On fabriquait quand même de la bonne qualité, c'est-à-dire que ce qu'on faisait à l'époque, c'était du solide. Aujourd'hui, comme le dit Monsieur Zenati, Monsieur Ouhib, c'est-à-dire que le potentiel est là. Il suffit peut-être de cette volonté politique pour rebooster ce secteur. Effectivement, le potentiel est là, heureusement. Il y a eu même l'accumulation d'un certain savoir-faire dans cette filière textile. Et il y a eu aussi, comme vous l'avez bien cité au début,
il y a eu beaucoup de petites entreprises. Hein. C'était un maillage, c'est-à-dire... C'était justement peut-être un problème, non? C'était des entreprises familiales qui ne pensaient pas forcément se développer davantage. Mais il faudrait les réorganiser. Effectivement, mais qui tournaient même avant autour de ces grands groupes publics. C'était quand même, à l'époque, c'était une démarche très importante, ce qu'on appelle des démarches de cluster aussi, hein, de sous-traitance autour des petites entreprises. Donc maintenant, effectivement, le potentiel existe. Nous avons, et là évoqué un élément très important, donc même la matière première, on pourrait développer la matière première avant. Il y avait du textile, c'est-à-dire la laine par exemple. Et on était, c'est-à-dire bien fourni en laine parce qu'il y avait aussi cette intersectorialité. Parce que, après tout, le textile aussi doit faire intervenir plusieurs secteurs. Donc l'agriculture, il faudrait, c'est-à-dire des passerelles avec l'agriculture, mais aussi avec la formation professionnelle, même l'enseignement supérieur, parce que maintenant... Parce qu'il faut penser à recycler, à former... Il y a le recyclage, il y a de la technologie, il y a de la chimie, il y a aussi c'est-à-dire de la mode, c'est-à-dire il y a de l'innovation aussi, hein, éventuellement même avec des start-up, avec des idées innovantes, pour, c'est-à-dire soutenir ces secteurs. Mais disons, pourquoi elle est stratégique? D'abord, l'industrie textile est une industrie intensive en main-d'œuvre. Et notre pays a besoin d'emploi, bien sûr. Et dans le classement mondial, l'industrie textile est classée parmi les 20 premières industries exportatrices dans le monde. Donc c'est une industrie... La première polluante, juste entre parenthèses, voilà. C'est ça. Donc c'est une industrie qui est aussi stratégique pour notre pays. Et je cite un pays peut-être, la Turquie qui exporte 15 milliards de dollars. C'est énorme comme exportation. Alors justement, monsieur, vous parlez de vouloir atteindre le chiffre des 23 milliards de dollars. J'ai bien retenu le terme polluant. Parce que je ne suis pas totalement d'accord. Eh bien, vous allez avoir la parole justement, et pour nous dire comment GTEX compte se redéployer aujourd'hui, puisque je pense que dans les dernières années, vous viviez surtout de la commande institutionnelle. Aujourd'hui, vous vous ouvrez plus au grand public. Il faudrait aussi se mettre à la page et pouvoir proposer des produits qui intéressent la population. Alors, madame... je continue justement, j'allais en revenir. Concernant, d'une façon générale, la perte de nos parts de marché, la déstructuration, c'est important parce que si on veut aller très loin, ou du moins avancer dans le temps, il faut qu'on regarde un peu notre histoire. Nous avons des compétences, effectivement, nous avons un potentiel incroyable. Nous avons un peu plus de 39 complexes industriels répartis sur l'échelle nationale. Nous sommes détenteurs de technologies, pour certains cas, de pointe. Et donc, pour les parts de marché, nous comptons, vaille que vaille, nous comptons reprendre nos parts de marché. Comment? Justement, faire connaître à travers une communication accrue. Il faut communiquer. C'est malheureusement, c'est la fatalité elle-même que nous avons subi, c'est que nous n'avons jamais communiqué. Pour certains cas, nous autres Algériens, malgré nous, ils ont oublié ce que c'était la Sonitex, parce qu'ils n'ont pas vécu la Sonitex. C'était le fleuron dans le temps. Nous avions le top en matière de marques, d'équipements, que ce soit sur les différentes spécialités. Mon frère, l'expert, il a cité la laine. Oui, effectivement, nous étions dans tous les domaines, dans la soie naturelle. Oui, pour beaucoup de gens l'ignorent, nous étions sur le projet de la soie naturelle, dans les synthétiques, dans l'artificiel, dans la laine, dans toutes les matières, je veux dire, qui ont fait les beaux jours, j'allais dire, de l'industrie textile mondiale. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes entièrement dépendants. Nous avons travaillé pour le grand public pendant un peu plus de 20 ans. Que ce soit que sur le cuir ou sur... Maintenant, je reviens à votre remarque, et mon cher frère, on en a parlé tout à l'heure, concernant la pollution. Tout à fait le contraire de ce que les gens pensent. D'abord, nous sommes pionniers en matière d'économie circulaire. Pour beaucoup de gens ne le savent pas. Nous ramassons tous nos déchets pour en créer tous les déchets textiles algériens. Nous les ramassons. Nous avons une usine dédiée à cette spécialité pour en faire des produits à haute valeur ajoutée.
a une plus-value très intéressante. Donc tous les déchets textiles, qu'ils soient publics ou privés, nous les récupérons, nous les recyclons, et moyennant, pour certains cas, 100% déchets, pour d'autres cas, moyennant des adjuvants tels que des résines, etc., nous produisons des articles à forte valeur ajoutée. Je cite à titre des isolations phoniques et thermiques, de la moquette, un tas d'articles qui sont issus de déchets. Je rajoute même une chose, que nous sommes aussi bientôt, nous inaugurons très très bientôt, nous allons inaugurer une grande station de traitement de déchets des cuirs. Oui. Et laissez-moi vous dire, je vous donne la bonne nouvelle, pour en avoir en fin de cycle un fertilisant hors norme. Alors, nous avons même, je vous annonce, peut-être vous allez avoir la une, nous avons même des prémices de partenariat avec de grandes sociétés internationales pour ce... Alors, Monsieur Ohib, avant d'arriver à ce recyclage, qui est une très bonne nouvelle, il faudrait peut-être aussi commencer par créer des dépôts pour la collecte de ces pots et de cette laine que nous perdons chaque année. Ces 4 millions de pots jetés toutes les fêtes de l'Aïd. Ça, c'est aussi un problème de communication. Oui. Justement, c'est un problème de communication et le holding GTEx et surtout avec l'installation de notre président M. Berkani à tout faire, nous faisons le tout pour le tout, vaille que vaille, à ce que chaque année nous contribuons à la collecte. Savez-vous, madame, que justement, par faute de médiatisation, que cette année nous avons fait la collecte ruelle par ruelle et boulevard par boulevard sur beaucoup de villes algériennes. Ce n'est pas encore suffisant. Il y a un vrai manque de communication. On parle de 4 millions de bêtes, de pots de bêtes perdus. Moi, je ne suis pas d'accord sur un principe, c'est de dire 4 millions. Oui, c'est vrai. À l'occasion, 4 millions. Mais le cuir, l'abattage, il se fait à longueur d'année. Donc, une des non, je veux dire là où on peut collecter le plus de pots. Mais on collecte tout le temps. Parce que le problème, il est là. Mais les gens demandent à ce qu'il y ait des dépôts. C'est un chaque année, donc ils demandent où est-ce qu'on peut aller jeter. Une proposition, madame. De la fédération, c'est les poubelles publiques quand même. C'est ça, voilà, c'est jeté à l'air libre. C'est la réouverture de l'entreprise de collecte de pots, parce qu'elle existait. Elle a été fermée. Elle a été fermée. Oui. Aujourd'hui, il y a une demande, il y a un besoin. C'est un marché à apprendre. Il y a un marché aussi. Oui. Donc on est dans l'obligation on la demande tout le temps, c'est la réouverture de Socop. L'ex-Socop, c'est l'entreprise qui est chargée de la collecte des pots. Parce qu'aujourd'hui, le cuir, il faut que les gens savent. De la qualité aussi. Il y a la qualité, il y a aussi. Elle est disponible, elle est chez nous. Oui. Et elle est exportable. Oui. Ça veut dire, si on veut réellement cette volonté politique qui donc. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Industrie, quand même, il y a eu 3 rencontres des spécialistes du cuir. Oui. C'est quelque chose de bien. Est-ce que cela pourrait freiner l'importation, ou en tout cas la dépendance? Justement, une fois le secteur réorganisé, restructuré, ça veut dire de la collecte jusqu'au produit fini. Donc, la visibilité, elle est là. Donc, on peut penser à l'exportation d'une manière en montant crescendo. Ça veut dire on va exporter cette année tant, l'année prochaine tant. Ça veut dire il faut un plan d'action d'exportation. Parce que la matière, elle est là, elle est chez nous. Le bovin, il est chez nous. Donc c'est pas, on va pas le ramener d'autre part. Ça d'une part. Mais ce qui est demandé aujourd'hui aussi, en plus de la réouverture de cette entreprise, la restructuration de la filière cuir, il y a aussi l'organisation des entreprises privées. Nous avons un gros problème, les gens ne sont pas organisés. Mais elles demandent, elles aussi, à pouvoir acheter le tissu. Justement, des entreprises publiques. Comme tout à l'heure avait dit monsieur l'expert, c'est la PME. La PME. C'est la locomotive, c'est nous. C'est le secteur public, il est là, il est présent. Donc, juste après, dans le cuir ou textile ou la confection, la sous-traitance et le osmo, elle viendra par la suite en créant des PME. Fournir la matière. Voilà, c'est les indirects. Donc, la création d'emplois, c'est pour ça que le secteur est considéré comme le seul secteur pourvoyeur d'emplois dans le monde entier. Pas en Algérie seulement.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu désintéressé les investisseurs dans ce domaine parce qu'il y a eu une réglementation aussi trop lourde, pas assez visible dans le secteur et toute cette dépendance des importations? Qu'est-ce qui a fait que les investisseurs se désintéressent finalement du secteur du textile? Oui, d'abord il y avait une phase où on a déstructuré un peu le secteur public. Pas un peu, beaucoup. Beaucoup, voilà. Oui, mais aussi on a déstructuré la petite entreprise dans le textile. Oui, surtout la confection. On la livrait à elle-même, par rapport même à l'importation, et avec des taxes douanières qui sont les mêmes que les produits finis. Oui. Donc on leur donne réellement les moyens, des avantages pour qu'ils puissent faire face d'abord à une concurrence, surtout que nous avons ouvert nos frontières à toute l'importation, et parfois c'est de n'importe quoi aussi. Parce qu'il y a c'est à très bas prix, mais à quelle qualité, avec quelle qualité. La question sanitaire qui est posée par rapport à... Donc justement, il y a cette stratégie donc, du champion qu'il faut garder, c'est très important parce qu'il faudrait des partenariats avec des étrangers, parce que maintenant il faudrait des technologies avancées aussi pour pouvoir être compétitif. Je vous rassure qu'on arrive. Très bien, donc c'est sur le marché international, mais il faut garder donc ce maillage qui se fait au niveau des villes, des villages, etc. Ils font des très belles choses et ils ont 20, 30 femmes qui travaillent dans des coins d'usines, etc. Donc c'est une main-d'œuvre, surtout par rapport à l'intégration de la femme dans ce métier. Dans les milieux ruraux aussi, Effectivement, donc il faudrait faire un effort pour surtout fournir de la matière première à ces petites entreprises qui souffrent de la matière première. Ils ont un problème, surtout les accessoires aussi, les boutons, etc. C'est ça, tout est Ils ont des problèmes par rapport à cela. Et les taxes douanières, il faut les aider. Et puis, il faut créer un écosystème de façon à qu'ils soient entraînés par des grands groupes, etc. Donc, c'est ça qu'il faudrait, parce que c'est un secteur qui va rapporter énormément de devises pour notre pays. Nous voulons diversifier les exportations. Voilà un créneau très important pour la diversification. Ce que vous dites est très juste. Mais ce qui est demandé aujourd'hui, c'est l'organisation. Les gens ne sont pas organisés. Tout à fait. Il ne peut pas y avoir un secteur public qui est là, qui va servir de locomotive, et là, le bien public sûr. n'est pas organisé. C'est ce que je disais, c'était des petites entreprises familiales qui agissaient seules, sans organisation. Surtout dans la confection. Donc ça pose un problème, parce que... Il faut réorganiser le secteur. Voilà, il faut, pour avancer, c'est vrai qu'il faut... Nous, en tant que public, nous, en tant que travailleurs, comme il avait dit tout à l'heure M. Souhib, ça veut dire la compétence, la qualité du travail, elle est là, le travail il est là. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est peut-être la main-d'œuvre. Nous n'avons peut-être presque plus de main-d'œuvre qualifiée. Vous demandez justement même au niveau de GTEX l'intégrer de la formation professionnelle, de l'intégrer même dans les universités, la spécialisation dans les universités. Madame, sachez définitivement qu'il n'y a plus d'université de formation d'ingénieurs et de techniciens qui font dans le textile et le cuir. Sachez-le, et c'est depuis un peu plus de 28 ans que les universités jadis qui existaient ne le sont plus. C'est de toutes les façons, pour nous, nous avons trouvé d'autres issues, d'autres niches de formation. Nous profitons à l'occasion, nous profitons aussi des compétences du joint venture que nous avons avec nos amis turcs, Tayal, donc avec lesquels nous avons signé récemment aussi une convention portant sur la formation des textiles. Nous avons aussi d'autres conventions avec notamment l'Université des métiers, le GACU, que nous sommes en train de projeter une autre formation en triangulaire avec notamment des spécialistes dans le cuir et le textile tunisien. Mais bon, je reviens un peu à la réflexion de notre ami l'expert, parce que moi c'est très important de rabâcher un peu le temps récent, j'allais dire pas ancien. Savez-vous, monsieur, cher ami, que l'Algérie a 8-9 ans importé du serre-pierre à coup de conteneurs. Moi qui ai une usine, qui fait justement dans les non-tissés, dans le traitement des déchets et la régénération de tous les déchets, elle fait du serre-pierre, de quoi nettoyer toute l'Algérie et la moitié de l'Afrique.
Donc aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait l'accompagnement des pouvoirs publics. Je vais même plus loin. Dans la fatalité qu'on a eue, nous avons importé le semi-fini en le traitant comme semi-fini. Qu'est-ce que c'était de grâce? Qu'est-ce que c'était le semi-fini? On a importé le col, les manchettes, et c'était du semi-fini pour mettre 2 ou 3 points et qu'il devient un produit fini de marque, pour ne pas citer les marques. Oui. Aujourd'hui, on continue cette, j'allais dire même pas concurrence, parce que moi je ne considère pas une concurrence. Aujourd'hui, les grandes marques vendent au monde entier leurs produits finis sous forme de balles. C'est une guerre commerciale que nous devons faire face. Nous sommes conscients, mais toutefois, moi je vous rassure que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés et même déterminés, que nous n'avons plus le temps de réfléchir. Moi, je l'ai dit à chaque fois, on n'a plus le temps de réfléchir. Nous avons réfléchi suffisamment, on connaît nos points faibles, nos points forts. Nous avançons et nous avançons rapidement. On n'a plus le temps c'est ce que je disais à l'instant. Pour donner un temps au temps. Pour conclure, on n'a plus. Oui. Chaque jour est une perte. Absolument, absolument. Donc, nous avons déjà suffisamment de retard. Chaque journée est nous importante. devons le rattraper. Vaille que vaille, je répète ce terme, vaille que vaille, dans un temps record. Alors pour terminer... Et surtout faire un effort en marketing. Oui, absolument. C'est ce que j'allais d'ailleurs communication, proposer. On va en parler de ça. Non, mais même on a souvent, si vous voulez aujourd'hui vous intéresser au large public, je pense qu'il y a aussi un effort à faire au niveau des modèles, au niveau de la conception. Voilà, c'est une force de vente. Aujourd'hui, proposer des choses qui puissent plaire à une population très exigeante et de plus en plus exigeante avec cette importation, comme vous en parlez à présent. Le dernier mot, aujourd'hui, l'accompagnement des pouvoirs publics peut-être est nécessaire. Aujourd'hui, on est tous d'accord que le secteur du textile, cuir et confection, c'est un secteur stratégique, donc il va falloir l'accompagner. Comment l'accompagner? Aujourd'hui, la volonté politique est liée. De par la déclaration, par exemple, pour la culture du coton, ça fait 2 jours ou 3 jours du ministre de l'Industrie, où il parle, il insiste sur la culture du coton, chose qui est très importante. Aujourd'hui, l'accompagnement du pouvoir public, il y a la culture du coton, la fibre synthétique, il y a aussi le problème relationnel entreprise-banque, l'héritage. Il y a parmi les propositions que nous avons émises au pouvoir public, c'est le différé du remboursement des crédits de CLT. Il y a le différé ou le rééchelonnement des dettes fiscales parafiscales. Pour accompagner les entreprises. Sur le plan finance, il faut accompagner ce secteur. Demain, ça veut dire nous, en tant que fédération, nous avons fait une proposition de dire qu'il faut différer de 3 ans. Et logiquement, c'est 5 ans. Mais parce que le différé de l'époque où les pouvoirs publics ont mis 2 milliards de dollars de crédit pour relancer ce secteur, la RALB, c'est les procédures bureaucratiques ont fait qu'à ce jour, nous n'avons pas concrétisé l'investissement d'une manière 100% et on est en train de rembourser. Je reviens sur la formation. Très rapidement, s'il vous plaît. Sur la formation, parce que c'est une des propositions de la fédération. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les seniors qui vont partir à la retraite. Voilà, comme M. Ouib, c'est parmi les rares ingénieurs qui restent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut former, justement. Il peut être formateur. Mais l'idéal, c'était de former des ingénieurs en textile, des ingénieurs en cuir, des techniciens supérieurs en textile. C'est vrai que la formation aujourd'hui, avec des conventions avec... Non, il faut l'implication de l'université, de la formation professionnelle. L'implication des deux. La formation professionnelle, puis que la couture d'aide existe. Oui. Mais un niveau supérieur, technicien supérieur ingénieur, donc l'enseignement supérieur est interpellé. Merci. Votre message est passé ce soir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, messieurs, et d'avoir été avec nous. Merci. On va passer à notre troisième thématique, pas 13e, non. L'hydrogène vert en Algérie. Chez nous, la mise en place d'une nouvelle politique énergétique est plus qu'urgente. La diversification des ressources énergétiques nationales est un défi, induite notamment par la hausse de la consommation. Et concernant la feuille de route pour le développement de l'hydrogène en Algérie, le chef de l'État a souligné récemment, lors d'un dernier conseil des ministres, l'impératif d'une bonne préparation et étude des projets prévus dans cette stratégie. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi l'hydrogène vert a le vent en poupe en ce moment et quel est le potentiel et les atouts de l'Algérie. On regarde d'abord ce reportage de Yanis Saïd Belkacem et on revient juste après.
Le photovoltaïque, une option choisie par l'Algérie pour diversifier ses sources d'énergie. Il faut dire que le potentiel est là, avec plus de 3650 heures d'ensoleillement par an. Mais également à une avancée technologique et un savoir-faire acquis. Le niveau de recherche en Algérie concernant les énergies renouvelables, soit la recherche qui se fait au niveau du Sud-UR ou au niveau des autres universités, c'est un bon niveau. Donc, et ça apparaît dans les publications que les chercheurs publient de temps à autre dans les différentes revues internationales et dans les congrès, leur participation dans les congrès. À présent, l'Algérie cible une autre énergie propre, l'hydrogène, qui pourrait être un segment stratégique dans l'économie nationale. Renforcer notre sécurité énergétique, diversifier notre source d'énergie, accélérer la transition énergétique, réduire l'empreinte carbone, renforcer notre maîtrise technologique, la formation, la recherche-développement et bien sûr faire émerger un tissu industriel, un tissu des petites et moyennes entreprises, les start-up dans le domaine. On veut vraiment construire une économie, carrément une économie autour de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert et renouvelable. L'Algérie ne veut pas que produire, elle ambitionne d'exporter l'hydrogène vert, très demandé surtout en ce contexte géopolitique complexe que vit l'Europe. Les études comparatives qui ont été réalisées au niveau régional ou même international qualifient quand même l'Algérie comme étant un producteur potentiel de l'hydrogène, compte tenu un peu des coûts de production qui sont très compétitifs par rapport à d'autres pays. Si on compare les pays de la rive nord ou même certains pays de la rive sud, même certains pays du Moyen-Orient, le kilogramme de l'hydrogène renouvelable vert produit en Algérie, il coûtera moins cher que le kilogramme de l'hydrogène produit en Europe ou dans d'autres pays. Tout ça fait que l'Algérie pourra être vraiment un acteur régional incontournable dans la production et même l'exportation de l'hydrogène vert et renouvelable. L'Algérie veut jouer un rôle important dans la transition énergétique en Afrique. Alors, on revient donc sur le plateau. Nous accueillons pour cette dernière thématique Monsieur Khenfar Youssef, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le directeur central des ressources nouvelles à Sonatrach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Abbas Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives au niveau du commissariat des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Alors, comme je le disais à l'entame, l'hydrogène vert, on ne parle plus que de ça quand on parle de transition énergétique et de mesures écologiques. Alors d'abord, qu'est-ce que l'hydrogène vert, hein? En quelques mots, s'il vous plaît, d'abord pour que le téléspectateur puisse nous suivre et comprendre. Alors, l'hydrogène vert, c'est un élément essentiel pour la transition énergétique. Pourquoi il est important? Tout simplement parce que c'est un produit ou bien c'est un élément qui est le plus simple et le plus abondant dans l'univers. Il a certaines propriétés très intéressantes, notamment son contenu énergétique. Si on prend par exemple 1 kg d'hydrogène, il contient 4 fois plus d'énergie qu'un kilogramme d'essence. Donc on peut le trouver dans la nature, mais sous sa forme simple. Donc c'est pas sous forme de gaz. Le plus souvent on le trouve associé à certains éléments, notamment les hydrocarbures, l'eau qui contient donc de l'hydrogène et la biomasse. Et pour pouvoir l'utiliser, donc il faudrait l'extraire de ces éléments. Donc il faudrait fournir de l'énergie pour obtenir de l'hydrogène afin de l'utiliser. Et c'est pour cela qu'on l'appelle vecteur d'énergie. Maintenant, dans le contexte de la transition énergétique mondiale, qui devient une nécessité absolue, l'hydrogène devra jouer un rôle, disons, crucial et indispensable pour pouvoir opérer cette transition énergétique. Il faut savoir d'ailleurs pourquoi c'est important et pourquoi il est indispensable pour cette transition énergétique pour de multiples raisons. On va en venir. D'abord, on va toujours rester avec cet hydrogène vert aujourd'hui, puisque vous dites que c'est le produit qu'on trouve un peu partout dans l'univers et plus facilement. Est-ce que, selon ce qui se dit, même bien sûr dans les politiques européennes et ailleurs où il y a cette nécessité d'aller vers cette transition énergétique
plus dépendre du gaz. Est-ce que c'est vraiment le produit miracle de demain pour justement amorcer cette transition énergétique? On le présente en tant que tel. Est-ce que c'est le cas? Tout d'abord, je remercie la chaîne pour l'invitation pour débattre d'un sujet qui est d'actualité, très important par rapport à certains, pas par rapport à d'autres. Tout dépend du lobbying de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Il faut le mettre dans une catégorie de mixte énergétique. L'hydrogène ne va pas résoudre tous les problèmes de l'énergie. Le oil and gas vont encore continuer à exister pour des dizaines d'années. Donc, on se prépare pour l'après-pétrole. Qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui ou demain, mais on doit se préparer. L'hydrogène, par sa qualité s'il est carburant ou s'il est utilisé dans différents secteurs de l'industrie, il va décarboner un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec du gaz ou du pétrole. Il va décarboner certains secteurs. Ça, c'est très, très important. Spécialement l'hydrogène vert. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a plusieurs couleurs de l'hydrogène. Oui, nous produisons l'hydrogène gris à partir de fossiles. Voilà, aujourd'hui, 95% de la production mondiale de l'hydrogène, elle est grise. C'est-à-dire, tout ce qu'on produit comme hydrogène, on émet beaucoup de CO2. Donc, c'est néfaste pour l'environnement. Donc, il y a une réflexion très profonde et de dire pourquoi continuer à produire de l'hydrogène gris s'il y a possibilité de produire de l'hydrogène vert. Les plus grands problèmes qu'on va rencontrer encore, la problématique qu'elle va être rencontrée, c'est au niveau des coûts. Aujourd'hui, le coût de l'hydrogène vert est 2 fois à 3 fois supérieur que l'hydrogène gris. Que doit-on faire pour diminuer ce coût, pour pouvoir produire de l'hydrogène vert et remplacer toute cette quantité d'hydrogène? Alors c'est là que l'Algérie entre en jeu et dit qu'elle a des atouts justement pour arriver à le vendre à bas coût ou à moindre coût du moins. C'est quoi nos atouts aujourd'hui pour aller vers cette pour parler davantage. On parle d'avantages pays et après on va parler d'avantages économiques sur la structure de l'hydrogène lui-même. Sur l'avantage pays, déjà nous avons les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'électricité verte qui peut provenir du solaire comme elle peut provenir de l'éolien. Aujourd'hui, l'irradiance solaire en Algérie, elle est au sommet. On est à peu près à 2500 kWh par kilomètre carré par an. Donc nous avons une irradiance solaire très très intéressante par rapport à des pays qui sont en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est très important. Ça, c'est un atout. Dans le monde, je pense qu'on peut se positionner mondialement. On est classé parmi les pays où il y a la meilleure irradiance dans le monde. Le deuxième atout, c'est les surfaces. On est le plus grand pays en Afrique. On a des superficies très importantes où on peut installer des projets d'envergure et qui peuvent produire et qui peuvent donner des productions d'hydrogène de l'ordre commercial, c'est-à-dire pour des exportations. Donc on a des surfaces très importantes. Et nous avons aussi de l'eau. Nous avons aujourd'hui dans le sud, voilà, dans le sud, ou encore de l'eau qu'on peut récupérer de la filtration des eaux usées. Aujourd'hui, les eaux usées sont de l'ordre de 1 milliard de mètres cubes, dont une partie peut être utilisée dans la production d'hydrogène. Alors vous dites nous avons ce potentiel que nous connaissons tous en termes d'énergie renouvelable, mais il faudrait peut-être aussi qu'il y ait ces infrastructures donc, pour pouvoir passer à l'exploration ou l'exploitation de l'hydrogène vert. Nous devons donc d'abord développer notre solaire, notre éolien et la récupération des eaux usées, comme le disait M. Rafat. D'ailleurs, je voudrais revenir sur la nomenclature d'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, ça sous-entend déjà que sa production doit être verte. Écologique. Donc il faudrait utiliser des énergies vertes pour produire cet hydrogène. Il est important parce qu'il peut soutenir aussi le développement des énergies renouvelables parce que, comme tout le monde le sait, les énergies renouvelables sont connues par leurs intermittences, variabilité et instabilité. Et là, l'hydrogène pourrait jouer un rôle important pour stabiliser donc cette production d'énergie à partir des énergies renouvelables. Il peut être utilisé donc pour décarboner les secteurs difficiles à électrifier parce que la tendance actuelle dans le cadre de la transition énergétique, c'est de développer ou bien aller vers l'électrification des secteurs pour réduire l'impact des énergies. L'industrie. Les transports, l'industrie, et il y a certains secteurs très énergivores comme le domaine de l'acier
et les cimenteries, l'industrie du verre et ainsi de suite. Maintenant, concernant les atouts de l'Algérie, donc nous avons donc le potentiel un des plus importants dans la région et dans le monde. Nous avons un potentiel hydrique ou bien pour produire de l'eau des nappes phréatiques, et on a aussi une côte, une très longue côte où on peut produire de l'eau dessalée. Mais nous avons un autre atout très très important qui est l'infrastructure et la proximité des marchés. Oui. Nous avons un marché prometteur qui est en train de se mettre en place à l'horizon 2030 à l'échelle européenne. Et là, c'est d'énormes quantités qui seront donc demandées par ce marché. Et l'Algérie dispose de tous ces atouts, d'un savoir-faire aussi important dans le domaine de le transport, la transformation, la pétrochimie, dans le domaine des hydrocarbures. Et nous avons la maîtrise de toute la chaîne de valeur dans ce domaine. Nous disposons aussi d'infrastructures importantes. Nous avons des infrastructures portuaires qui nous permettraient à l'avenir d'exporter de l'hydrogène liquéfié. Nous avons une longue expérience dans la liquéfication du gaz naturel et nous avons aussi d'autres potentialités en matière de ressources humaines. Nous avons aujourd'hui un réseau d'universités et de centres de recherche qui vont pouvoir soutenir cette dynamique de développement de l'hydrogène vert dans le pays. Alors, on parle beaucoup de cet hydrogène vert, de la nécessité d'aller vers cette transition énergétique, mais quand est-ce que cela pourra devenir opérationnel? Il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et l'entreprise allemande VNG dans le domaine de l'hydrogène, ayant pour objectif justement de développer des projets communs dans ce domaine. Quand est-ce qu'on a une estimation du temps qu'il faudra pour arriver à exploiter cette ressource? Vous savez, dans ce genre de thématiques, dans ce genre de projets qui ne sont pas encore viables à l'étranger, même en Europe aussi, ils sont en train de travailler sur beaucoup d'aspects techniques, réglementaires et tout ce qui s'ensuit. Donc ce n'est pas encore fini avec ces projets. On parle d'arriver à une neutralité carbone d'ici 2050, c'est demain. Donc est-ce qu'on sera nous aussi, on doit se préparer en conséquence par rapport à ce projet-là. La meilleure façon de le faire ou de se préparer, c'est déjà de commencer à faire ce qu'on appelle des projets d'essai ou encore des projets. C'est ce qui est prévu avec ce mémorandum d'entente. C'est prévu avec certaines entreprises qui sont avec nous de faire des projets pilotes. Ces projets pilotes vont construire une courbe d'apprentissage parce qu'aujourd'hui on n'en a pas encore fait et on doit apprendre. On doit apprendre que c'est des petits projets pour essayer un petit peu d'aller vers des projets semi-industriels et industriels par la suite. À très court terme, des projets pilotes sont nécessaires. Les projets pilotes on va capitaliser sur ces projets pilotes et en même temps, on doit former les gens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a dans le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de gens qui ont capitalisé dans le domaine de l'énergie et aussi qu'on peut réadapter, soit les former d'une manière différente, soit les réadapter à la structure de l'hydrogène. Il faut comprendre qu'on exploite aujourd'hui l'hydrogène gris, mais c'est complètement différent avec l'hydrogène vert. Mais nous avons déjà un savoir-faire. Nous avons déjà un savoir-faire. Il va juste falloir adapter les choses et revoir. Parce qu'au fait, dans toute industrie, dans toute thématique nouvelle, la ressource humaine ou encore les connaissances de la ressource humaine sont très importantes. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Il faut que les gens sachent préparer un projet, faire la supervision d'un projet, faire le suivi d'un projet, ne pas se dérouter d'un projet. Et ça, c'est la connaissance que doit acquérir notre ressource pour pouvoir suivre ce genre de projet. Ça, c'est très, très important. En plus des projets pilotes, on doit passer à des projets semi-pilotes. Et on doit faire en même temps une veille sur ce qui se passe dans le monde en termes de technologie. Il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui pour l'hydrogène vert. C'est un peu le marché de demain. Nous sommes certainement bien placés par rapport à un marché européen. Il ne faut pas rester naïf aussi. Il faut suivre ce qui se passe dans le monde sur le plan commercialité, sur les demandes, sur les besoins, sur la technologie, comment on est en train d'avancer, les marchés, les modèles d'affaires. Tout ça doit être pris en charge aujourd'hui et faire une veille sur tout ça pour qu'on puisse avancer demain dans des projets industriels. Vous êtes fixé un délai jusqu'en 2030 pour avoir toute la maîtrise technologique dans ce domaine? Normalement, on est déjà dans des projets industriels. Dans les
dans la prochaine décennie, on est déjà dans les... Alors, il ne s'agit pas d'avoir seulement le potentiel, mais il faut aussi, comme le disait M. Renfat, de pouvoir se positionner parce qu'il y a une forte demande et une forte concurrence aussi. Absolument. D'ailleurs, là, ça nous ramène à revenir à la fin de l'année 2021, là où l'hydrogène vert commençait à prendre de l'importance. Et les autorités algériennes ont pris conscience de l'importance d'aller vers le développement de l'hydrogène vert en Algérie. Et Monsieur le Premier ministre a donné instruction pour mettre en place un groupe de travail pour élaborer une feuille de route pour déjà commencer à préparer le terrain pour le développement de l'hydrogène. Ce qui a été demandé par le chef de l'État, une stratégie claire d'abord pour Exactement. Et là, le ministère de l'Énergie et des Mines était chargé de la coordination de ce groupe de travail qui était constitué des différentes parties prenantes, dont le commissariat aux énergies renouvelables, qui était un acteur important dans l'élaboration de cette feuille de route. Alors, la feuille de route trace déjà les différentes phases et étapes de développement progressif de l'hydrogène vert en Algérie. Donc la phase primordiale à travers laquelle on doit préparer l'environnement pour le développement de l'hydrogène vert, c'est une phase où le cadre réglementaire et normatif doit être déjà élaboré et cela pour préparer déjà l'environnement pour le développement des projets pilotes et de démonstration, parce qu'on ne peut pas déjà commencer à travailler ou bien à manipuler de l'hydrogène sans qu'il y ait déjà la partie donc réglementaire, la partie normative, la partie liée à la sécurité des installations et des personnes. Parce qu'on sait que l'hydrogène, il y a aussi des risques, donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et là, il faudrait préparer donc toute la partie liée à la certification aussi, parce que dire que l'hydrogène est vert, il faudrait mettre en place tout un processus de certification parce qu'il faut savoir que l'hydrogène vert ne peut pas être certifié si toute la chaîne de valeur n'est pas verte. Et il faudrait que l'eau utilisée dans la production de l'hydrogène soit verte, il faudrait que le transport soit vert. Il y a plusieurs méthodes, je pense, aujourd'hui pour l'exploitation de cette ressource. Laquelle est celle qui est la plus appropriée pour notre pays et qui pourrait justement être concurrentielle sur le prix? La structure la plus simple dans la production d'hydrogène vert, il faut produire de l'électricité verte, que ce soit d'origine photovoltaïque ou encore d'origine éolienne. Il faut que ce soit de l'électricité verte. La partie centrale qui est l'électrolyseur, qui est une technologie connue, donc de casser la molécule d'H2O pour séparer en fait, on parle de H2, pas de H. Donc pour séparer, et puis il y a la partie eau, c'est-à-dire quelle eau faut-il mettre dans ce type d'électrolyseur, parce que chaque électrolyseur il a ses technologies et il a besoin d'un certain type d'eau qui est par électrolyse, donc. Exactement. Donc ça c'est très simple, tout le monde le connaît. Le problème ne se pose pas là, le problème se pose aussi sur les coûts. Justement, on se dit concurrentiel, comment? Quel est le coût? Nous avons commencé par dire que l'Algérie a des avantages. Certes, aujourd'hui, le premier avantage qu'on doit utiliser, le premier avantage sur lequel on doit s'appuyer, c'est de diminuer le coût de l'électricité, qui constitue, parce que j'ai dit une structure technique et une structure des coûts. Le coût de l'électricité constitue 45% de l'investissement de la structure de production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il va influencer le LCOH. Nous avons besoin de produire de l'électricité verte au plus bas prix. Et nous avons les avantages pour le faire. J'avais parlé tout à l'heure d'irradiance et tout. On a les avantages, nous n'avons pas encore les infrastructures. Je parle de centrales photovoltaïques. Donc nous avons besoin. Aller même vers le résidentiel. Au maximum le coût de la centrale photovoltaïque. Maintenant, le coût de l'électrolyseur ou encore l'utilisation de l'électrolyseur dépendra du projet et comment on voit le projet. Il reste le coût de l'eau qui constitue même pas 10%, et à plus les OEM, c'est-à-dire tout ce qui est OPEX, il constitue même pas
pas 10% de l'investissement global. Est-ce qu'on sait, on a une estimation des prix actuellement et de ce qu'on pourrait nous proposer justement? Les Européens, certains banques européennes ou certains ont classé l'Algérie comme étant un pays qui peut produire à l'avenir de l'hydrogène avec un coût inférieur de 20 à 30% par rapport à ce qui se fait en Europe. Et tout ça par rapport aux avantages concurrentiels qu'on a. Maintenant, aujourd'hui, quel moyen doit-on mettre sur la table pour pouvoir produire cet hydrogène à $2? Il sera acceptable de les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années à $2 le kilogramme. Aujourd'hui, il dépasse les $6 le kilogramme dans le marché international. Que pouvons-nous faire? Quels sont les plus cher que l'essence aujourd'hui dans les transports, donc il n'est pas rentable. Bien sûr, on a besoin de diminuer le coût de LCO. On a besoin de le diminuer au maximum pour pouvoir le rendre viable. Parce qu'au-delà de cette partie environnementale, décarbonée et tout, on a besoin d'un projet économiquement viable aussi. On ne peut pas faire une partie et oublier l'autre. Donc on a besoin des deux parties. L'économie du projet et puis son impact sur l'environnement. Les deux vont aller ensemble. Alors justement, quels sont les projets à venir? À Sonatrach, nous avons prévu pour les courts termes 2 projets d'hydrogène qu'on doit implémenter au niveau de Sonatrach. C'est des projets d'essai, c'est des projets pilotes sur lesquels on va apprendre. Et après, on fera le nécessaire pour qu'on puisse aller à moyen terme, pour qu'on puisse aller dans des projets semi-industriels. C'est ce qui a été écrit d'une manière très claire dans la feuille de route du gouvernement. Ce sera pour quand? Pardon? Ce sera pour quand, au niveau de Sonatrach? Quand je dis à court terme, ça veut dire les prochaines années, dans une année ou maximum dans 2 ans. Il faut aussi dire que c'est des projets nouveaux. C'est des projets d'apprentissage. C'est des projets qui doivent obéir à une réglementation, à une loi, à des aspects HSE. Donc nous allons contenir dans ces projets tous ces aspects-là. Nous allons faire attention à tous ces aspects pour pouvoir aller, même s'il s'agit de projets pilotes. On parle même de la relance d'une étude sur la réalisation du gazoduc Galtier-Algérie-Sardaigne, de manière à pouvoir exporter également l'hydrogène à l'avenir vers l'Europe et notamment l'Allemagne. Donc c'est les projets structurants qui devront être lancés dans les premiers temps pour pouvoir amorcer l'exploitation de cette ressource. Et il faut dire que c'est un des projets qui vont être lancés dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'a pas un marché pour l'hydrogène. Cette feuille de route qui a été élaborée dernièrement, elle prévoit de produire à l'horizon 2040 40 TWh en termes d'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert. 40 TWh, c'est un peu plus d'1 million de tonnes d'hydrogène vert. Donc ça va répondre déjà en partie aux besoins européens, à environ 10% du besoin européen à l'horizon 2030, et le reste sera donc utilisé localement pour aussi décarboner nos secteurs d'activité, notamment le secteur de la pétrochimie qui est déjà utilisateur de l'hydrogène gris aujourd'hui. Maintenant, en matière de maîtrise du coût de l'hydrogène, il faut savoir que l'économie d'échelle va jouer un rôle crucial dans la réduction du coût de l'hydrogène. Donc on sera appelé à l'avenir à déployer à très grande échelle les énergies renouvelables, une capacité importante en électrolyse. Il faut savoir aussi que le coût de l'électrolyseur contribue à un pourcentage très élevé dans le prix ou bien le coût final de l'hydrogène vert. Donc l'LCOH sera donc impacté par le coût de l'électrolyseur qui est appelé à baisser dans les prochaines années parce qu'il y a un effort en matière de recherche et développement pour réduire tous les intrants de la production de l'hydrogène, très important. Demain, on sera appelé aussi à consolider notre plan de déploiement des énergies renouvelables qui va aussi impacter le prix de kilowattheure de l'électricité. Et en matière donc d'atouts que l'on dispose et notre proximité au marché,
on a quand même des atouts concurrentiels très importants par rapport à la majorité des pays de la région. Maintenant, la feuille de route, elle a été élaborée pour préparer l'Algérie disons, à fournir de l'hydrogène vert à l'horizon, disons, 2030-2040, à des coûts très abordables. Très compétitifs. Et ça ne pourrait pas se faire, sauf si on se prépare donc, en matière de maîtrise de la technologie pendant cette phase d'amorçage et de démarrage, en matière de renforcement de capacité et de préparation des jeunes qui vont donc prendre le relais dans l'avenir. Il y a aussi toute la partie, comme je l'ai dit, liée à la réglementation, le cadre normatif, à la diversification aussi de types de projets que l'on doit lancer à l'avenir pour toucher toute la chaîne de valeur. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, même au niveau à l'échelle mondiale, tout le monde est en train d'essayer de développer progressivement il y a les grandes compagnies qui sont en train d'investir dans le domaine. Même en matière d'usage de cet hydrogène vert, il sera utilisé quelque part. Aujourd'hui, on voit que le monde entier est en train de déployer de la mobilité à base de l'hydrogène en utilisant des piles à combustible. Donc il peut être utilisé dans différents secteurs et différentes applications. Il nous reste quelques minutes pour clore. On va clore avec vous, Monsieur Khenfal. Il faudra aussi développer des partenariats avec les plus grands pays leaders dans le domaine, puisque je le disais, de grandes compagnies sont en train déjà d'investir. Oui, dans exactement. Beaucoup de compagnies dans le domaine oil and gas ou encore en dehors du oil and gas sont en train de se préparer à l'avenir. Il y a certains pays en Europe que je ne citerai pas ont déjà mis sur la table des milliards de dollars pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Et ils savent pourquoi. Comme il vient de le dire mon collègue, les premières applications en Europe, c'est le domaine de la mobilité. Aujourd'hui, déjà, il y a des trains, il y a des bus, il y a des véhicules qui roulent déjà avec l'hydrogène vert. Qui reste coûteux qui reste très coûteux aujourd'hui, mais ça reste une expérience déjà. Ça veut dire qu'on n'en parle pas que sur le plateau, on en a déjà fait. On est déjà dedans. Il y a du concret. La structure des coûts, comme il a dit monsieur, la structure des coûts, elle est à retravailler. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu l'électrolyseur chinois dans le marché. On a vu des technologies européennes. Mais pour des économies d'échelle, si les Chinois, par exemple, avancent dans la fabrication des électrolyseurs, ils vont faire la même chose comme ils ont fait dans le panneau photovoltaïque. Maintenant, c'est à nous de jouer, de créer ce modèle d'affaires aussi, parce que c'est très important, et préparer toute cette ressource humaine pour pouvoir prendre en charge ces sujets qui sont d'avenir et qui ont besoin aussi de personnes appropriées et adaptées. Mais il faudra prendre le train en marche, justement, parce que c'est une question de temps également. Exactement. Même si on prend le train en marche, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut toujours avancer. C'est des projets d'avenir, c'est des projets c'est le mix énergétique. D'autant que nous avons tout ce potentiel. Nous avons le potentiel pour le réaliser. Cité. Et puis il y a cet autre avantage, peut-être pour clore ce débat de l'hydrogène vert, il n'y aura peut-être pas de problème de déchets aussi pour l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique qui ne dégage que de l'eau. Donc il est vraiment ami de la nature. D'ailleurs, sa combustion ne produit que de l'eau. Voilà. Donc. Et ça, déjà, c'est un avantage majeur en matière de lutte contre le changement climatique. Parce que l'origine, déjà, ou bien l'essence de l'hydrogène vert, c'est qu'il va contribuer dans notre système énergétique de manière à ce qu'on va atténuer les impacts du changement climatique. C'est tout l'objectif, arriver à cette décarbonation dont on parle tant. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Nous avons informé donc sur cet hydrogène vert qui, comme je le disais tout à l'heure, est plein d'espoir pour le monde entier, pour passer vers cette transition énergétique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je m'excuse pour Matou, j'ai dû un peu vous perturber pendant l'émission. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. On se retrouve mercredi prochain.